Bienvenue de nouveau dans notre musée sur la Seconde Guerre mondiale. Nous t'avions fait découvrir la dernière fois les 3 premières salles sur le contexte de la guerre, sur le fait que les États s'étaient mobilisés entièrement pour leur économie, avec leur propagande, et sur le fait aussi qu'on avait complètement anéanti les combattants en ne respectant pas les principales règles de la guerre. Cette fois-ci, nous allons nous attacher au sort des civils pendant cette Seconde Guerre mondiale. Nous voilà donc dans la salle 4 sur les civils qui sont les premières victimes de la guerre, puisqu'effectivement, sur 60 millions de victimes dans cette Seconde Guerre mondiale, les 2/3 sont des civils. Comment l'expliquer ? Voici un premier panneau consacré effectivement aux bombardements qui ont eu lieu partout, qui ont détruit la plupart des villes européennes, notamment les villes portuaires. Les Alliés ont beaucoup bombardé pour préparer le débarquement, les Allemands ont beaucoup bombardé pour essayer par exemple de faire plier l'Angleterre, et tu vois sur les photos que tu as là, des bombardements en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ou en France, et ces bombardements, bien sûr, ont forcé des fois les populations à fuir, notamment en France, c'est ce qui s'est appelé l'exode. Deuxième raison pour laquelle les civils souffrent énormément pendant ce second conflit mondial, bien sûr, ce sont les pénuries et le rationnement. L'Allemagne a fait beaucoup de conquêtes avec sa guerre éclair en début de guerre, et tous les pays qu'elle a vaincus, elle les met à contribution pour l'économie allemande. Et notamment, elle va se servir dans les récoltes de ces pays-là, ce qui oblige ces pays comme la France, comme les Pays-Bas, etc., à instaurer des tickets de rationnement, des cartes de rationnement pour plein de choses. Le pain, comme tu le vois ici, mais également le sucre, la farine, l'essence, les vêtements même, tout est objet de rationnement dans cette guerre. Un autre document est inquiétant quand on regarde ce panneau, c'est le tableau des denrées alimentaires. On voit qu'il faut normalement 2000 à 2500 calories par jour. Il y a des endroits en Europe pendant cette Seconde Guerre mondiale où on est nettement en dessous. France, 1300 calories. Pologne, 600 calories seulement. Et puis, dans le ghetto, comme le ghetto de Varsovie, on est qu'à 300 calories. Alors en France, certaines personnes qui ont un petit peu d'argent de côté essayent de se débrouiller autrement. C'est ce qu'on appelle le marché noir. Payer plus cher les produits pour être sûr quand même d'en avoir. Si les civils ont aussi été nombreux à être victimes de cette guerre, c'est aussi parce que des armements nouveaux ont vu le jour, et notamment la bombe nucléaire expérimentée pour la première fois dans le Pacifique pour essayer de faire plier le Japon, à Hiroshima le 6 août 1945, à Nagasaki le 9 août 1945. Vous voyez la photo de la ville d'Hiroshima après le bombardement, rasée à 80%. Vous voyez la photo pareille après le bombardement de Nagasaki quelques jours plus tard. 150 000 morts à Hiroshima, 70 000 victimes à Nagasaki. La bombe nucléaire ne fait pas le tri entre les civils et les militaires, elle s'en prend à toute la population. Autre exemple qui nous montre bien que les civils ont eu un lourd tribut à payer à ce second conflit mondial, c'est par rapport à l'attitude des Allemands face à la résistance. Quand des résistants tuaient des Allemands, tuaient des chefs militaires, des hauts dignitaires allemands, alors la politique allemande était de prendre en otage toute une partie de la population, 30, 50 personnes, et de les exécuter si les résistants ne se dénonçaient pas, si celui qui avait tué le nazi ne se dénonçait pas. Deuxième chose qu'on voit sur ce panneau, c'est ce qui s'est passé à Oradour-sur-Glane. Alors là, en 1944, vers la fin de la guerre, les armées allemandes remontent pour essayer de se préparer au débarquement, et elles tombent sur des maquisards, ça les énerve, sur des résistances, ça les énerve, et du coup, ils s'en prennent à un village, le village d'Oradour-sur-Glane, où ils vont tuer tous les hommes, ils vont rassembler toutes les femmes, tous les enfants dans l'église, et ils vont mettre l'incendie, le feu à l'église, qui va prendre très vite avec le bois et la paille qu'il y a dans le coin, ce qui fait que ça fait presque la totalité de la population du village sur place, d'Oradour-sur-Glane, qui meurt à ce moment-là, 642 personnes qui sont exécutées ou brûlées ce jour-là. Autre salle, ce sont aussi des civils, mais un cas un petit peu à part, bien sûr, les Juifs. On le sait depuis le départ, on le sait depuis le chapitre précédent. La politique antisémite d'Hitler est évidente. Ça se voit au moins à 3 choses. Dès qu'il arrive en 1933, il fait boycotter les magasins juifs par la population allemande. Quelques années plus tard, en 1935, avec les lois de Nuremberg, il empêche
les Juifs de se marier à des Allemands ou Allemandes et donc d'avoir la citoyenneté allemande. Et puis en 1938, les nazis détruisent plein de magasins juifs, brûlent des synagogues, et on arrête aussi 30 000 juifs en une seule nuit. Donc forcément, à partir du moment où toute la première partie de la guerre est favorable à Hitler, où il s'étend encore plus, forcément il va étendre en même temps que ses conquêtes sa politique antisémite. Cela se voit à plusieurs endroits, cela se voit déjà en URSS. La politique en URSS est de dire, on sait que dès juin 1941, Hitler attaque l'URSS, c'est de dire, dès que les armées avancent, en même temps, elles doivent être suivies de groupes ESS volontaires, qu'on appelle les Einsatzgruppen, chargés de se débarrasser de toute la population juive, de tous ceux qui sont communistes, de tous les tziganes. On déporte la population par groupe de 500, on leur fait creuser des fosses communes, comme tu en as sur l'image, et on tire sur ces habitants-là. Au total, 1,3 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont été exécutés à cette période-là, de cette manière-là. Parallèlement, dans toute l'Allemagne, on traque les Juifs. On traque les Juifs par des rafles, opérations de police où on essaye d'emporter le maximum de Juifs possible dans le but de les déporter, et on affaiblit les Juifs aussi dans les ghettos, comme à Varsovie. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 300 calories par personne par jour dans le ghetto de Varsovie. Oui, on les enferme dans une partie de la ville et ils se débrouillent comme ils peuvent pour la nourriture. Ils ne peuvent pas sortir de cette partie de la ville. Ils sont surveillés, parqués, avec derrière des murs ou des barbelés. S'ajoute à cela, un peu partout dans l'Allemagne, la construction, depuis 1933 avec Dachau, dès l'arrivée d'entrée au pouvoir d'Hitler, la construction de camps de concentration. Les camps de concentration, ce sont des camps de travail. Des camps où les Juifs arrivent par convoi de train dans des wagons à bestiaux, arrivent par centaines. Où ce voyage a duré 3 à 5 jours. Ils n'ont pratiquement pas bu, ils ont très peu été nourris, ils sortent. Des fois, il y a des morts dans ces wagons-là. On les rase dès qu'ils arrivent, on les tatoue dès qu'ils arrivent, et puis on leur change les vêtements pour leur mettre des tenues de bagnard, ils sont logés dans des dortoirs surpeuplés comme tu en vois sur la photo, ils sont sous-alimentés, ils font un travail de force comme on le voit dans le dessin en bas, souvent dans le froid, et ils sont bien sûr extrêmement surveillés avec des miradors, avec des chiens, avec des SS, avec les capots qui servent d'intermédiaire entre les prisonniers et les SS. Et ils ne peuvent pas sortir des camps, très peu d'évasions ont lieu. Comme le dit Primo Levi sur ce panneau, plus rien ne nous appartient, ils nous ont pris nos vêtements, nos chaussures, même nos cheveux. Ceci ne suffit pas, à partir de janvier 1942, les nazis décident de ce qu'ils appellent la solution finale à ce qu'ils pensent être le problème juif, c'est-à-dire qu'ils décident de l'extermination, de programmer l'extermination totale de la population juive. Ils créent donc des camps d'extermination. Les principales choses à savoir sur ces camps, c'est qu'on extermine les juifs en les mettant dans des chambres à gaz, comme tu en vois dans le premier dessin. Sur ces chambres à gaz, on pouvait finir par mettre 2000 personnes. Ils étaient tués en quelques minutes, et ensuite on attendait une demi-heure, puis on pouvait reprendre ces corps morts et les mettre dans des fours crématoires, comme tu en as sur le deuxième dessin. Donc, comment on décidait qui allait en camp d'extermination? À l'arrivée des trains, on triait entre les personnes aptes au travail, plutôt des hommes ou des personnes à peu près en bonne santé, et puis les enfants, les vieillards, les handicapés, les personnes malades, les personnes un peu faibles, toutes celles-là étaient mises de côté pour aller vers le camp d'extermination. Auschwitz est à la fois un camp de concentration et un camp d'extermination. En tout, rien qu'à Auschwitz, on est à 1 million de victimes pour cette Seconde Guerre mondiale. Au total, cette guerre est bien une guerre d'anéantissement. D'abord, elle entraîne la mort de 60 millions de personnes, c'est-à-dire 6 fois plus que la Première Guerre mondiale. Contrairement à la Première Guerre mondiale, la plupart des victimes sont cette fois-ci des civils. On a expliqué pourquoi. On a parlé de bombardement, on a parlé de rationnement. Et puis, il y a, en même temps que ça, 1/10 des victimes de cette guerre, qui sont justement les Juifs, victimes de cette solution finale,
qui a quand même fait disparaître 6 millions de juifs, soit les 2 tiers de la population juive qu'il y avait au début de la guerre en Europe. Les Tziganes ont aussi été victimes d'un génocide, 250 000 d'entre eux ont été exécutés, soit 1 tiers de cette population. C'est pour toutes ces raisons que les nazis, entre 1945 et 1946, seront jugés par le tribunal de Nuremberg pour crimes contre l'humanité. Voilà, j'espère que tu as bien retenu pourquoi on parlait de guerre d'anéantissement dans ce conflit. Si ce n'est pas assez clair, n'hésite pas à re-regarder cette petite vidéo en plusieurs fois jusqu'à mémoriser l'essentiel de chacune des informations qu'il y a dans les différentes salles.